Quand on est coincé au bout du monde, il est impossible de faire marche arrière. Bienvenue. C'est si réjouissant de vous voir tous ici. Pris au piège. Je crois qu'il se passe des choses ici, des choses qui nous dépassent. Et dont on mesure pas encore l'importance. Pourquoi entraînez-vous toujours la mort dans votre sillage? Au sauvetage de notre avenir. On met tout de suite une bonne ambiance. Oui, hein. Avec ce meurtre au bout du monde. Julien Gilles, bonjour. Bonjour Véronique. Une série sur Disney+. Alors, ce n'est pas que un thriller policier, enquête. Il y a plein de choses derrière. Oui, il y a plein de choses derrière. C'est ce qui m'a interpellé dans cette série et donné l'envie de venir vous en parler. Parce qu'évidemment, le titre, c'est un peu bateau. Bon, un meurtre au bout du monde. Ouais. Ça sent le déjà vu. Et effectivement, je vais rapidement pitcher cette série en 7 épisodes. Je disais, les épisodes durent plus ou moins 65-70 minutes. Ça laisse le temps de s'installer parce qu'il y a 2 récits en un. Je vais y revenir. On trouve à la commande de cette série la créatrice déjà de DOA qui avait eu un beau succès d'estime sur les plateformes, Brit Marling. Et puis on trouve quand même des acteurs assez importants de la nouvelle génération comme Emma Corrin qu'on a vu dans The Crown qui jouait le rôle de la jeune Diana dans la saison 3 et 4 de The Crown, et un Harris Dickinson par exemple, aussi une jeune génération qu'on a vu dans Triangle of Sadness. Et puis à côté d'eux on a des acteurs confirmés. Il y a Brit Marling, l'autrice qui joue aussi, et Clive Owen qu'on voit sur l'affiche. Je l'ai pas reconnu tout de suite. En milliardaire inquiétant. Ça faisait longtemps, moi je l'avais plus vu, Clive Owen. Ça fait plaisir de le retrouver dans un rôle comme ça de cette ampleur. Alors le pitch rapidement, on va suivre la jeune Darby, donc jouée par Emma Corrin, qui va se trouver invitée par ce milliardaire de la tech qu'on appelle Andy, une espèce de condensé de ce qu'on connaît des hyper riches industriels. Vous savez, c'est du Bezos, il y a un peu de Bezos, de Zuckerberg. Il y a surtout pas mal d'Elon Musk, on va y revenir aussi dans ce personnage. Ce milliardaire, chaque année, il invite comme ça une série de ce que lui considère comme des influenceurs, mais pas au sens Instagram du terme, des vrais influenceurs, des gens qui comptent dans les secteurs artistiques, dans les secteurs industriels, dans les secteurs de l'ingénierie. Et donc Darby, cette jeune autrice, puisqu'elle vient d'écrire un livre, la série s'ouvre là-dessus par une lecture dans une petite librairie, elle vient d'écrire un livre sur un cold case qu'elle a résolu, parce que c'est ça qui la motive dans la vie. Darby, c'est de mettre son talent de hackeuse dans des enquêtes. C'est une cyber-enquêteuse. Elle est obsédée en fait par la mort, on l'entend dans l'extrait que vous avez passé, pourquoi la mort vous poursuit à chaque fois où vous allez quelque part. Et donc, elle se trouve un peu surprise de cette invitation. Est-ce qu'elle compterait parmi ces influenceurs? Elle a vendu à peine une poignée de ce livre. Et donc, voilà, elle décide d'accepter, bien sûr, mue par la curiosité. Et donc, elle rencontre, comme je le disais, dans ce jet privé qui les emmène on ne sait pas où, pour faire on ne sait pas vraiment quoi. Donc, c'est une espèce de forum, comme ça, de privilégiés. Elle rencontre donc ces artistes financiers, génies de l'ingénierie. Ils sont une douzaine en tout. Et puis, ils atterrissent en Islande, au milieu de nulle part, no man's land. Et ils sont accueillis dans un complexe qui contraste avec donc la plaine désertique et glaciale. Il y a ce complexe ultra moderne, évidemment, où vit Andy et sa famille, son jeune fils, sa femme. Enfin, lui, il vit 500 mètres sous terre. Tiens, ça rappelle quelqu'un aussi dont on a parlé il y a pas longtemps, qui a son bunker à Hawaï à 500 mètres sous terre. Voilà, donc il y a plein comme ça de références à ce qu'on connaît de l'actualité de ces personnages de la tech. Voilà, il y a Andy qui les accueille, mais très vite, ça va tourner au vinaigre. Un meurtre au bout du monde, évidemment. Et donc, au premier souper, d'abord, Darby est très surprise de retrouver quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à trouver. C'est son ex-petit ami, Bill, qui a son âge et avec qui elle a mené cette fameuse enquête racontée dans son premier livre. Et on va d'ailleurs revenir sur cette enquête par flashback. Et très vite, en fait, voilà, Bill va mourir devant Darby, visiblement empoisonné. Ça, je ne dévoile rien. C'est le premier meurtre dans ce huis clos. Et là, on est dans un schéma relativement classique d'un huis clos, de personnes qui ne se connaissent pas, qui cachent leur vraie motivation, les vrais motifs pour lesquels ils ont accepté cette invitation. Et puis, il y a ce personnage d'Andy central. Il y a un autre personnage très important qui revient de manière récurrente, qui est un peu omniscient. C'est une intelligence artificielle qu'on appelle Ray. Ray, c'est une espèce de super secrétaire, organisateur, planificateur qui contrôle tout dans ce complexe ultra moderne, qu'on peut faire apparaître par hologramme, avec qui on peut converser dans sa chambre, à qui on pose toutes sortes de questions. Et c'est le nouveau produit d'Andy, et il mise beaucoup là-dessus pour l'avenir de sa société, et même l'avenir de l'humanité. On va en parler. C'est
tout l'environnement de cette enquête et de ce huis clos qui nous ramène furieusement vers l'actualité. L'intelligence artificielle, bien sûr, la place qu'on laisse à l'intelligence artificielle, les attentes que nous, l'humanité, nous portons sur cette fameuse intelligence artificielle, les limites. Il y a des questions morales, des questions éthiques par rapport à cette intelligence artificielle. Et puis, il y a la responsabilité sociétale de ces grandes entreprises, méga entreprises, et surtout de ces personnes qui les dirigent. Je parlais d'un personnage comme Elon Musk, donc des mégalomanes qui finalement orientent la marche du monde et qui, quelque part, nous privent d'autres choix possibles, finalement. Ça, ce sont des questions qui sont clairement posées. Et puis, d'abord, je pense qu'un des premiers points qui attire l'attention, c'est le personnage de Darby elle-même et le personnage de Bill, ce duo qu'on va surtout retrouver en duo dans ces flashbacks. On va revenir sur cette enquête. Il y a un contraste entre l'ambiance froide, glaciale de ce complexe ultra-moderne avec ces personnages qui cachent leur jeu. Et puis, parallèlement, par flashback, on voit ce duo de jeunes gens qui sont à la fois très solitaires, ils ont la vingtaine, ils sont totalement désabusés, ils ont grandi finalement dans un monde qui s'écroule, entouré de pessimisme, et ça se ressent très fort. Et elle a une quête de justice, je vous dis, donc elle enquête sur ces meurtres irrésolus, finalement, elle tire les fils. Lui aussi, ils se rencontrent en ligne, ils finissent par se rencontrer physiquement, il y a une histoire qui va naître entre eux, et donc il y a toujours ce balancier entre ces deux récits, d'un côté la chaleur des relations humaines que ces deux solitudes retrouvent, découvrent finalement, puis d'un autre côté cette distance que nous imposent les technologies finalement les uns envers les autres. On n'arrête pas de le dire, on a plein d'outils à profusion, on a des outils à profusion pour communiquer, pour soi-disant se lier, puis on n'a jamais été aussi seul, et particulièrement les nouvelles générations. Et le personnage principal, c'est un personnage d'une très grande modernité. Oui, alors elle symbolise cette modernité. Déjà dans le look, on peut le voir sur l'affiche, on a les cheveux courts, on a quelqu'un quasiment non genré, et d'ailleurs le choix d'Emma Corrin comme actrice est probablement à dessein, puisque c'est une actrice qui revendique justement d'être non genrée elle-même. Elle est tout le temps habillée en vêtements de sport, voilà, on est loin du cliché de la belle jeune fille qui jouerait de ses atours. Lui aussi, Rhys Dickinson, il a la coupe mulet, il a quelques tatouages, une dégaine qui est une modernité vraiment frappante. Et puis ils sont dans ce sentiment d'urgence, je vous le disais, c'est aussi dans leur attitude, dans leur rapport qu'ils ont au monde, qui nous font voir aussi cette modernité. Et puis à côté de ça, je disais, il y a des enjeux qui sont contextualisés par cette intelligence artificielle, donc qui questionnent les personnages qui participent à cette forme de séminaire. Il y a évidemment les gens qui l'ont inventé, les ingénieurs, etc., qui croient fermement que c'est ça l'avenir de l'humanité, et puis d'autres qui questionnent l'opportunité d'avoir ce genre d'intelligence, notamment dû au fait qu'elle prend des décisions, et c'est là qu'il y a des questions de morale et d'éthique qui se posent. Je ne vais pas trop en dévoiler, il y a une enquête en cours aussi, donc il y a un fil quand même qu'on tire tout au long de cette histoire. Donc la place de Ray, qui est censée nous décharger, vous savez, de cet âge qui nous limite, nous, l'humanité. Finalement, on se dit, cette intelligence artificielle va nous permettre de nous libérer, comme ça on pourra exploiter notre potentiel d'humain, etc., etc. On pourra partager, vivre, aimer. Oui, ça c'est une forme de fantasme, c'est surtout la vision de ce mégalomane qui est Andy, et qui compte bien imposer cette vision, en fait, à l'humanité. Et donc ça renvoie aussi à une actualité. Quelque part, on peut s'interroger sur notre propre libre arbitre, et le fait que, tout doucement, on est en train de le perdre, ce libre arbitre, puisqu'on ne nous propose plus qu'une seule voie, finalement, et que les personnes dissidentes, j'allais dire, ne sont pas entendues. Donc finalement, par leur force de frappe, ces méga structures, ces méga industriels. On parle ici de Bezos aussi, donc je vous dis, il y a un mélange de tout le monde. La gestion des data, on comprend qu'Andy a fait sa fortune sur les données, donc Facebook, les métadonnées, etc. Donc c'est ça aussi qu'il y a une question que pose la série comme questionnement. Donc derrière cette enquête policière somme toute classique, il y a vraiment, on nous laisse réfléchir et on nous laisse des questions en suspension qui sont de notre responsabilité à nous. Qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans, dans 20 ans? Quel type de monde et de relations les uns aux autres on veut? C'est une série qu'on va prendre plaisir à regarder, évidemment. Un meurtre au bout du monde, c'est sur Disney+. Et elle est finie. C'est conclusif. Il y a 7 épisodes, c'est tiré d'un roman. Donc là, c'est de A à Z. Il n'y aura pas de surprise à la fin. Et il n'y a pas de fin ouverte qui laisserait présager qu'il y aurait éventuellement une suite. Tout est dit en 7 épisodes. Oui, non, de pas plus. Non. Merci beaucoup, Julien Gilles, de nous avoir donné envie de regarder cette série.